Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Johan Joly, 34 ans, prépare actuellement un périple entre la France et le Japon en vélo. Il nous parle de ce projet. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Vous en avez assez de devoir abandonner votre animal de compagnie sur l'autoroute chaque été? Désormais, partez tranquille avec Dodo Toutou, les nouvelles pilules d'hibernation créées pour vos animaux adorés. Avec Dodo Toutou, votre chien dormira confortablement chez vous pendant toute la durée de vos vacances. Dodo Toutou apporte tous les oligo-éléments, bifidus actifs et oméga 3 dont vos animaux ont besoin pendant 3 semaines. Alors pour partir en vacances sans tracas, pensez Dodo Toutou. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Johan Joly, vous préparez actuellement un périple entre la France et le Japon en vélo. Pourquoi un tel projet ? Pourquoi un tel projet ? Parce que, alors déjà il y a le Japon, ça c'est l'objectif, ce qui veut pas dire que j'irai jusqu'au Japon parce que je me donne 1 an pour faire ce voyage à vélo. Le Japon c'est une passion pour moi depuis que j'ai 10 ans, alors c'est tout sauf original, hein. Je jouais aux jeux vidéo, j'achetais des magazines de Solus, comme on disait à l'époque, de jeux vidéo, et dessus je voyais des kanji, donc les idéogrammes japonais, et je me disais il faut que j'apprenne cette langue. Je commençais à apprendre cette langue quand j'étais au collège, un peu par un prof particulier qui était à la fac de japonais et qui me donne envie ensuite d'aller en fac de japonais. Donc je fais LEA, langue étrangère appliquée japonais, qui me passionne, et depuis mes 10 ans, je me disais, mon rêve c'était partir au Japon. J'attends 10 ans, à 20 ans je pars au Japon, alors à l'ancienne méthode très polluante, l'avion, etc. J'y reste 2 mois, c'était magique pour moi, et je me dis, il faut que j'y reparte un jour. Aujourd'hui j'ai 34 ans, donc ça fait déjà presque 15 ans, et entre-temps s'est développé une autre passion, le vélo. Alors j'ai commencé le vélo, gamin, comme pas mal de personnes, c'est-à-dire c'est mes parents qui m'apprennent à faire du vélo. Ensuite j'y vais en mode loisir. Après je l'utilise, ce qu'on appelle vélo taf, c'est-à-dire dès que je commence à travailler, j'y vais à vélo parce que j'avais pas de voiture et parce que c'était possible aussi. J'habitais pas forcément loin de là où je travaillais. Sauf que le vélo c'est de l'adrénaline qui fait que un peu comme une drogue, on s'y habitue et on devient totalement passionné. Donc j'ai commencé ensuite, vers mes 27-28 ans, à faire ce qu'on appelle des voyages au long cours, plus ou moins. C'est-à-dire, la première fois, j'étais parti de Paris jusqu'à Marseille, c'était l'objectif, et j'avais une tente pour faire du bivouac, en forêt, près des lacs, etc. Et à partir de là, je me suis dit, j'adore les voyages au long cours, je veux partir un jour au Japon. Et là, c'est un projet qui se met en place, que j'espère faire en 2025. Alors, pourquoi le vélo ? On vient de comprendre. Combien de kilomètres ça représente, ce voyage entre la France et le Japon ? Sur le kilométrage, j'avoue, j'en ai aucune idée. J'ai un chiffre en tête en regardant dans mes souvenirs sur Google Maps, dans une ligne droite sans lacet. Et si on y allait vraiment de bout en bout, ça ferait, mais je dis peut-être des grosses bêtises, 15 000 km. Ça, c'est sur le kilométrage, mais juste pour rebondir sur l'origine du vélo, il y avait 2 choses que j'avais oubliées. C'est que j'avais fait la rencontre, lorsque j'habitais à Poitiers en 2015, d'une personne qui s'appelle Laurie, une amie à moi, qui elle-même avait toute seule pris la décision de partir faire un voyage à vélo. Alors elle était partie de Poitiers jusqu'à la Suisse et elle avait traversé la France d'ouest en est en passant par Clermont-Ferrand. Et quand elle était revenue de son voyage, elle m'avait un peu raconté ses histoires et là je m'étais dit, il faut que je fasse ça moi-même. Et c'est elle qui m'avait motivé à faire le Paris-Marseille. Donc il y a quand même une personne qui m'a motivé. C'est aussi des rencontres. C'est des rencontres. Et vous avez fait d'autres voyages de ce type ? Alors oui, j'en ai fait un autre toujours en France, donc ça prépare quand même pas tout à fait à ce qui m'attend, j'imagine, ou plutôt j'imagine pas du tout ce qui m'attend jusqu'au Japon, puisque là c'est des pays étrangers. Moi j'ai fait uniquement des voyages en France. Le dernier c'était l'été 2022, donc je suis parti de chez moi à Paris, c'était à Bobigny à ce moment-là, et j'ai fait un Bobigny-Bordeaux en passant par la côte ouest bretonne, donc en faisant le tour de la côte bretonne et en redescendant de Nantes jusqu'à Bordeaux. Combien de temps ce voyage ? Et combien de temps ça m'avait pris ce voyage de mémoire pendant 3 semaines, en gros, j'avais voyagé sans trop de pause entre les journées de vélo. Je reviens à tout à l'heure, votre ligne entre la France et le Japon, donc 15 000 km à peu près, et ça vous fait passer par quel pays ?
Alors ça c'est une excellente question parce que en fait donc je parcours des forums où il y a quelques personnes qui ont fait ce même voyage. Alors depuis la guerre en Ukraine et en Russie se pose un problème puisqu'on peut difficilement passer par la Russie, ce qui était un peu le trajet de classique, prédilection de ceux qui faisaient ce voyage. Donc là l'idée c'est de passer par les Balkans pour rejoindre la Turquie. Alors un petit détail, c'est que la peur de beaucoup de cyclistes, ce sont les chiens errants qui nécessitent de faire un vaccin contre la rage, mais qui quand on est à vélo, c'est vraiment un point important parce que c'est le pire ennemi du cycliste, c'est le chien errant. Les chiens, ils sont très excités par la vitesse des vélos, sûrement par la mécanique des roues. Et moi, je me suis fait déjà dans mes voyages courser je ne sais pas combien de fois par des chiens. Donc ça fait très peur. Oui, c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Et les Balkans et la Turquie sont assez connus pour être des pays où... en tout cas, il y a beaucoup de chiens abandonnés, donc errants. C'est pour ça que les gens partaient souvent par la Russie. Et l'idée, c'est qu'après, il y a deux solutions. Soit passer par le Pakistan et l'Inde, donc l'Asie du Sud, soit passer par les terres plus plates en Mongolie, mais qui nécessitent de passer ensuite par les pays en Stan, Afghanistan, Turkménistan. Alors Afghanistan pas tout à fait en ce moment puisque le contexte politique est un peu complexe, mais en tout cas faire le détour par le Turkménistan et l'Azerbaïdjan pour rejoindre ensuite la Mongolie. Ce qui nécessite donc de passer par l'Iran, qui moi me passionne à 100%. Voilà. Il y a aussi la question de la langue. Vous parlez combien de langues ? Est-ce que vous allez traverser des tas de pays avec des idiomes différents ? Est-ce que vous êtes préparé aussi sur ce plan-là ? Pas du tout. Alors après, il y a la langue du vélo. Moi, je me rends compte déjà rien qu'en France, quand plein de transpiration, j'arrive à l'entrée d'un village à vélo, souvent, les gens me disent « Ah, mais vous venez d'où ? Vous avez l'air tout transpirant et un peu saltimbanque avec vos vêtements pleins de gadou, etc. » Déjà, ça c'est une langue, sans avoir besoin de parler, on est accueilli. Après, sur les langues, c'est une très bonne question. Le japonais, donc ? Le japonais un peu, mais entre le Japon et la France, oui. Effectivement, je ne parle pas les langues... Peut-être l'anglais, ça vous servira un peu dans tous les pays, éventuellement ? Oui, alors l'anglais, c'est toujours important de savoir le parler, notamment quand il s'agit en fait de franchir les frontières, où il y a la problématique des visas, parce que c'est vrai que la plupart des pays sont plus accueillants envers les personnes qui arrivent par voie aérienne, puisque là, il y a tout un processus facile de passer de frontière en frontière. C'est vrai qu'au niveau terrestre, il y a un vrai problème, c'est que par exemple, on peut parfois passer une frontière sans s'en rendre compte, et comme tout le long de la frontière, il ne va pas y avoir des postes visa, oui, tout à fait. Si on se fait repérer dans un pays sans avoir validé son visa auparavant, ça peut être complexe. Donc il faut vraiment veiller surtout à passer au poste frontière. Et ça nécessite de savoir parler anglais. Mais dès qu'on est dans les villages ou les terres un peu reculées, personne ne parle anglais apparemment dans certains pays. Donc il y a la langue des signes, disons. La langue des mimes. Et je crois que vous faites construire un vélo sur mesure pour cette aventure. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cet aspect technique ? Ouais, ça c'est une passion matérielle. Donc en gros, depuis que je fais des voyages à vélo, je me sers de mon vélo vélo taf, c'est-à-dire un vélo tout ce qui est de plus normal en acier que j'ai acheté dans un magasin déjà tout près, donc voilà, qui a une taille standard. Bon, parfois en fait, alors moi je mesure 1m83 et mon vélo est un peu trop petit parce que à l'époque je savais même pas qu'on pouvait avoir différentes tailles. Et en me renseignant sur internet auprès des voyageurs à vélo, on m'a conseillé, pour partir une si longue période où on mobilise son corps de manière un peu plus extrême que quand on part pour le travail tous les jours, d'avoir un vélo sur mesure. Et c'est là que dans mes recherches j'ai trouvé qu'en France en fait on était l'un des premiers pays qui fabriquait artisanalement des vélos sur mesure. Il y en a plusieurs en Champagne-Ardenne, dans la région Rhône-Alpes notamment, et un peu à Bordeaux aussi. Et puis ensuite il y avait le matériau. Alors les vélos, c'est soit l'aluminium, soit l'acier, soit le carbone, qui est un peu un nouveau matériau. Mais le carbone, c'est très léger, mais c'est très fragile aussi. Sinon, il y a le titane. Alors le titane, c'est connu pour être le matériau un peu luxueux du vélo, donc assez cher, mais qui a deux propriétés très intéressantes. La première, c'est que le titane, il absorbe les chocs, les oscillations, les vibrations très facilement, donc très peu de risque de se briser. Et ça, c'est le cadre du vélo, qui est en titane. Et son autre paramètre, c'est qu'il est extrêmement durable. Donc un vélo en titane, grosso modo, on est sûr de le garder à vie. Et donc vous partez sur un vélo en titane. Quels sont les critères ? Enfin, je veux dire, sur quelle base vous faites construire ce vélo concrètement ? Alors les bases, donc déjà, comme vous l'avez dit, c'est le sur-mesure. Donc moi, l'artisan qui s'occupe de mon vélo, c'est une boîte peu connu mais de niche pour les cyclo-voyageurs qui s'appelle Le Vacon. Donc c'est un monsieur qui a maintenant une 60aine d'années, donc qui a une longue expérience dans la construction des vélos, des tandems, etc. Et il m'a accueilli une première fois pour prendre mes mesures. Donc l'idée c'est qu'on vient dans son atelier, il y a un vélo d'intérieur, il nous mesure un peu de tous les côtés, les jambes, le buste, etc. Comme le ferait un couturier. Tout à fait, exactement. Et ensuite on le voit, comme on dit, tweaker le vélo d'intérieur, le remesurer, réaménager
aménager tout le guidon, la selle, l'espacement entre le guidon et la selle, etc. Et il va nous faire des tests. Donc l'idée c'est qu'il me dit voilà, là vous allez pédaler pendant 1h30. S'il y a une petite douleur que je ressens, il va me dire tiens, là je vais rabattre un peu le guidon vers l'avant et vous allez réessayer à nouveau 1h30. Donc il y a pendant presque une journée un test de vélo, donc on est épuisé à la fin. Mais l'idée c'est comme le voyage, c'est ça à vélo. C'est vraiment rouler de 7h du matin à 8h du soir et ça tous les jours. Donc c'est vrai que ça mobilise le corps d'une façon où la moindre mesure du vélo qui va peut-être faire mal aux fesses, au buste, aux abdos ou aux épaules, c'est très important d'avoir un vélo sur mesure. C'est au millimètre. C'est presque au millimètre, tout à fait. Ouais. Et il y a ensuite tous les périphériques. Est-ce que la selle, on va la prendre en cuir, en mousse? Est-ce que la selle, elle va être trouée au milieu? Est-ce que le guidon, on va le prendre en guidon de course ou un guidon de VTT tout droit? Ou même un guidon papillon où on peut ensuite mettre des périphériques, GPS, lampes. Alors après, il y a une montagne de périphériques à mettre. On peut se retrouver avec un vélo de geek vraiment... Et le dernier point très important, c'est le poids du vélo. Moi, de mes voyages, il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai 35 ans, mais plus j'avance dans les années, plus je sens que le poids est un critère très important. Donc l'avantage du titane, déjà, c'est d'être très léger, à la manière du carbone, mais c'est surtout ensuite, quand on part en voyage, comment on sélectionne ce qu'on prend dans les sacoches, comme périphériques, etc. Donc, justement, qu'est-ce que vous avez prévu d'embarquer avec vous pendant ce long voyage? J'ai pas tout prévu malheureusement, parce que ça on se dit toujours en voyage, il y a deux choses. En voyage, c'est toujours la même chose. Mince, je n'ai pas prévu ça. Et surtout mince, j'ai pris trop d'affaires. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire avant le voyage, qu'est-ce qu'il faut que j'emporte? Et une fois qu'on a préparé ça, qu'est-ce que je peux retirer avant de partir? Donc le plus essentiel pour moi, c'est la tente, puisque l'idée, c'est de bivouaquer dans les espaces un peu naturels à la fin de la journée, quand le soleil se couche. Je me dis, bon, il va falloir que je plante ma tente quelque part. Donc c'est la tente. Ensuite, c'est le sac de couchage et le matelas pour dormir le plus confortablement possible et surtout pas avoir mal au dos ensuite à vélo. Ça, c'est les accessoires essentiels. L'autre accessoire essentiel du problème des geeks du 21e siècle, dont je fais partie, c'est le GPS. Il y a des cyclistes cyclo-voyageurs qui partent vraiment avec uniquement des cartes papier. Donc j'admire profondément. Moi je pars avec un GPS et ça nécessite aussi d'avoir des batteries. Donc c'est prendre des batteries rechargeables et c'est prendre aussi ce qui va permettre de les recharger. Je vous donne exemple, en Mongolie, sur les forums, tous ceux qui ont traversé la Mongolie disent la même chose, vous aurez presque nulle part à recharger votre batterie. Donc je vais apporter un panneau solaire de taille assez réduite qu'on met ensuite sur le porte-bagages arrière et j'aurai une roue dynamo pour recharger le GPS. Donc ça permet d'être à peu près autonome en électricité, puisque ça permet de recharger grosso modo le GPS, la lampe avant, arrière, et les différents accessoires qu'on peut éventuellement avoir. Il y a les caméras GoPro si on souhaite prendre des photos, plusieurs autres types d'accessoires. Ensuite, c'est les sacoches. Donc, dans la mode du vélo cyclo-voyageur, il y a un peu aujourd'hui deux écoles depuis une dizaine d'années, c'est le bikepacking. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de sacoche arrière derrière la roue, mais qu'il y ait un sac accroché à la selle. Pourquoi ? Parce que les sacoches accrochées à l'arrière déséquilibrent effectivement le vélo. Plus on est chargé à l'arrière, plus c'est très dur en montée de pédaler. Alors que quand on répartit les bagages entre l'avant et l'arrière, c'est-à-dire une petite bagage sur la selle qui force à avoir pas trop de poids et de grosses bagages à l'avant, ça permet d'être beaucoup plus dynamique lorsqu'on roule. Moi personnellement, je cherche pas à faire de record de vitesse et je trouve ça plus confortable d'avoir deux grosses sacoches à l'arrière et une toute petite sacoche de guidon. Donc l'idée c'est d'y mettre 3 caleçons, 3 t-shirts. Un réchaud pour manger ou quelque chose comme ça? Exactement, j'oubliais l'essentiel, un réchaud pour manger, des couverts, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, des filtres à eau, puisqu'effectivement il y a des zones, alors moi j'ai pas encore fait l'expérience, mais où il peut y avoir aucun point d'eau pendant plusieurs, disons centaines de kilomètres, donc faut quand même prévoir le filtre à eau, une trousse à pharmacie évidemment dès qu'il y a un souci, et bien sûr le matériel, le strict nécessaire pour réparer son vélo. Ça va être les chambres à air, moi j'en prends généralement 2 en backup comme on dit, je prends aussi une paire de pneus supplémentaires, alors c'est pas les pneus normaux, c'est les pneus qui peuvent se replier, et puis bien sûr il y a tous les outils qui vont être les tournevis, les clés, etc. Les pompes à vélo bien sûr, la pompe à vélo, voilà. Donc là, en fait, vous allez passer par des villes où vous allez privilégier plutôt justement les campagnes pour planter votre tente. Vous n'avez pas prévu d'aller chez l'habitant? Alors j'ai rien prévu parce que c'est vrai que chez l'habitant c'est souvent au hasard. C'est-à-dire au hasard des rencontres où j'ai remarqué que généralement les gens nous proposaient de venir chez eux et c'est souvent effectivement en campagne. Alors après, de ce que j'ai pu comprendre un peu de mes échanges avec les autres cyclistes, c'est qu'il y a, c'est un peu binaire, mais il y a un peu deux mondes. Il y a l'Europe de l'Ouest
où les pistes cyclables et les réseaux routiers cyclables sont très développés. Donc là, ça laisse le choix soit de prendre les pistes Eurovélo ou les pistes cyclables départementales, etc. Donc ça, c'est très simple, ça nous fait passer par la campagne, mais aussi par les villes moyennes, où on peut recharger la nourriture, recharger ses batteries, etc. Donc là-dessus, bon, c'est un peu au jour le jour qu'on décide, si on est motivé, on prend la piste cyclable la plus simple, si on est encore plus motivé, on va prendre les routes de campagne pas forcément balisées pour voir du pays. Une fois arrivé dans les Balkans et pendant toute l'Asie, là, on va plus être sur soit prendre des routes très voitures, très camions, donc c'est rouler sur la bande cyclable qui n'existe pas, mais croiser les doigts que les voitures soient sympas. Mais il y a parfois pas le choix, on est obligé de prendre ces voies-là, notamment pour des raisons de sécurité. Dans certains pays, c'est très recommandé d'utiliser ces grandes autoroutes. Et inversement, la plupart du temps, on va utiliser des routes terreuses, pas forcément balisées, avec beaucoup de nids de poules grosso modo, où il y aura beaucoup de parcelles en fait où on marche parce que ça devient impossible de rouler, puis on reprend le vélo pour rouler, et là c'est vraiment la campagne. Alors je pense à l'Iran, c'est beaucoup ça en dehors des villes, parce qu'il y a quelques villes très concentrées, mais après c'est vraiment des zones très peu habitées. La Mongolie c'est pareil, etc. Enfin je dis ça, c'est des recherches que j'ai faites sur les forums. Après moi il y a je pense 1000 difficultés auxquelles je me suis pas encore confronté et qui vont me faire relativiser. Tout à fait, mais on voit déjà que vous avez pensé à beaucoup de choses, que c'est un projet qui est bien avancé. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Est-ce que vous imaginez, je sais pas si on peut dire ça, mais une journée type ? Alors la journée type, je peux me l'imaginer que de ce que j'ai déjà vécu en France. Alors je vais prendre l'exemple d'une zone vraiment la campagne non habitée sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc je me réveille, il a plu. Alors au réveil, quand il a plu, je me dis mince, est-ce que je fais sécher ma tente ou pas avant de partir pour pas que le matériau pourrisse trop vite. Je mets mon réchaud, j'allume le feu, s'il ne pleut pas bien sûr. Je me fais mon café que je moue avec le moulin à café. Soit je petit déjeune, soit je me dis j'achèterai de la nourriture au prochain village, je replie ma tente, je fais la revue des affaires à ne pas oublier que j'aurais disséminées par terre, je prends mon vélo et je commence à rouler. Généralement, je m'arrête dans le premier village pour faire une pause carto, quelle route j'emprunte, quelle est la météo, est-ce qu'il y a des zones spécifiques que je vais croiser, à visiter ou bien qui vont me permettre de recharger soit la nourriture, soit certains outils. Et généralement, de 10h à 16-17h, je roule uniquement. Après, je mange le repas du midi un petit peu tard, je refais 1 heure de route et là, je vais essayer de trouver pendant 1 heure, 2 heures, ça dépend, où je plante ma tente. Parfois, ça prend 1 minute, je suis dans une zone magnifique à côté d'un lac, sur une lisière forestière, je plante ma tente, aucun problème. Parfois, c'est toutes les parcelles forestières en fait sont privées, il y a des grillages, donc il faut trouver un lieu où on peut planter sa tente facilement. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de vous faire attaquer par des animaux ou ce genre de choses ? Vous y avez pensé ? Par des humains, c'est toujours possible. Ouais. Alors comme je disais tout à l'heure, moi ce qui me fait le plus peur, ce sont les chiens errants. Enfin, ça m'est déjà arrivé de me faire courser, pas forcément attaquer, mais courser par des chiens errants, et parfois par 5 chiens errants en meute, donc ça fait sacrément peur. Ça c'est vraiment mon pire ennemi, mais j'essaie d'apprivoiser les chiens. Il y a plusieurs techniques, avoir un bâton qu'on met face à eux pour justement les tenir à l'écart, et apparemment le chien est plus attiré par le bout du bâton que le mollet à croquer avec ses dents. Et ce bâton par exemple, dans le monde du vélo, il sert à 2 choses: à éloigner les chiens et à servir de béquille à son vélo, qui est souvent très chargé en sacoche, et donc une béquille ça tient jamais sur des vélos cyclo-voyageurs. Il faut un bâton avec une sorte d'arceau au bout qui permet de tenir le cadre du vélo chaque fois qu'on s'arrête et qu'il n'y a pas de mur pour faire tenir le vélo. Ça c'est les chiens. Autre animal qui peut faire peur, c'est le sanglier. Alors là, c'est plus au moment du bivouac, quand on plante sa tente. Il y a certaines zones, alors là je pense à la Russie ou l'Oural, même si moi je passerai pas forcément par là, sauf par la Mongolie. Il peut y avoir des zones forestières où les ours existent. Donc l'idée des ours, c'est pas forcément dangereux dans le sens où ils vont pas être attirés, ils vont plutôt d'abord fuir l'humain que le rechercher, sauf s'ils sentent de la nourriture. Et donc la technique des cyclo-voyageurs, c'est chaque nuit dans ces zones-là potentiellement à risque de présence d'ours, c'est que quand on plante la tente, on accroche son sac où il y a de la nourriture, on le met à 300-400 mètres de la tente, le plus loin possible, et on l'accroche à une branche avec une ficelle, en nylon par exemple, on remonte le sac, de sorte à ce que l'ours puisse pas l'attraper et donc dérober la nourriture. Et nous, on revient à notre tente. Voilà, comme ça, on est en sécurité. Vous avez vraiment bien préparé votre voyage. C'est la magie des forums où, en recherchant une information, on trouve plein d'autres sujets auxquels on n'a pas pensé. Voilà, et puis on découvre, des problématiques qui peuvent arriver, effectivement. Vous avez parlé de la possibilité de vous arrêter pour visiter. Ça veut dire que
vous n'êtes pas parti pour faire un voyage vraiment je pars et j'arrive, vous vous interdisez pas par exemple de vous arrêter une journée ou deux sur un endroit qui serait extraordinaire. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a des lieux dont je sais forcément que je vais croiser sur l'un des chemins que je prendrai où c'est impossible de pas s'arrêter parce que c'est magnifique, mais il y a une autre raison, c'est que je sais déjà qu'à vélo il y a des moments où je serai épuisé au bout de par exemple une semaine à rouler de manière un peu rapide, ou alors parce qu'il aura fait très chaud pendant 7 jours d'affilée et que ça épuise vraiment le corps au bout d'un moment. Donc la visite devient presque même le moment du repos. Mais il y a un défi à ça, c'est la paranoïa du vol du vélo, surtout quand c'est un vélo en titane dans lequel on a mis beaucoup de soie et beaucoup d'argent. C'est que le moment où on va visiter, où est-ce qu'on arrête le vélo? Alors là c'est pareil, il y a 2 écoles. Il y a soit on prend toujours le vélo avec soi, mais ça va du coup être difficile de visiter des monuments, des lieux en intérieur, puisqu'il faut faire confiance après au cadre urbain de garer son vélo, même avec un antivol, de pas se le faire voler. Et il y a l'autre solution que moi je privilégie et que j'ai déjà pratiqué en France. Si je souhaite visiter un lieu, c'est je repère mon lieu de bivouac en forêt, je repère par différents moyens là où je laisse mon vélo, en pleine forêt, donc où il y a très peu de chances que des personnes passent devant, et je repars ensuite vers la ville, je visite, et à la fin, je reviens vers mon vélo. Je reviens sur la préparation. Physiquement, ça engendre quoi? Là, vous vous préparez comment? Alors là, je me prépare pas du tout, mais après il y a le vélo domicile travail tous les jours. Donc moi, je suis en gros une demi-heure de mon travail, donc je fais une demi-heure plus une demi-heure à peu près tous les jours à vélo. Donc ça, de toute façon, ça entraîne de manière lisse, de manière régulière. L'autre entraînement, c'est essayer de se nourrir à peu près bien, c'est-à-dire de pas trop grossir, parce que le poids, c'est vraiment un truc à vélo qu'on ressent immédiatement. Le premier poids qu'on emporte, c'est pas dans les sacoches, c'est son propre poids. Donc 5 kilos de différence, on le sent très vite quand on fait des journées de 7 heures régulières. Donc ce que j'imagine, si je suis optimiste, c'est que 6 mois avant mon départ, je fasse une sorte de régime pas trop ascétique, mais au moins où j'essaie de perdre un maximum pour être à mon poids le plus léger quand je pars à vélo, et d'autre part à faire un peu des exercices de kiné pour notamment les genoux. Parce que, alors il y a 2 problèmes souvent qu'on rencontre chez les cyclistes, il y en a sûrement d'autres, mais les 2 problèmes que je retrouve le plus souvent moi dans les discussions, c'est les genoux. Il y a plein de choses, le syndrome de l'essuie-glace, les rotules, les genoux qui font très mal après l'effort, et le dos. Ça c'est les positionnements, si on est trop courbé vers son guidon, ou si à l'inverse on est trop droit par rapport à la selle. Bon, ça c'est un entraînement à prendre, mais je dirais presque au quotidien, quand on est sur le vélo, on sent très vite au bout de 3 jours comment on doit se positionner pour préserver son corps un maximum. Vous savez quand vous allez partir à peu près, ou c'est pas encore déterminé? Quand j'ai eu l'idée de partir au Japon, c'était pas du tout déterminé, puisque ça doit faire au moins 5 ans que j'y pense et que j'en rêve. Et à l'époque, je me disais, ce sera dans 1 an. Bon, ça c'est pas du tout fait comme ça. Là, grosso modo, je suis en contrat, ça se finit en septembre 2025. Alors, ça peut être renouvelé. Mais si je demande à ce qu'il ne soit pas renouvelé et que c'est accepté, eh ben mon idée, c'est de prendre tous mes congés, etc. et donc de partir en juin 2025, donc au début de l'été. Comme ça, je profite de l'été et des canicules magnifiques, mais on peut rouler de nuit en descendant la France et en rejoignant les Balkans. Et puis après, ça me fait arriver, dans le meilleur des cas, si tout va bien, à l'automne, en gros, vers le début de l'Asie centrale. Et en termes de budget, est-ce que vous savez ce que ça représente, une aventure comme celle-ci? Aucune idée. Vous n'êtes pas fixé de budget, par exemple, temps par jour ou... Si, dans l'idéal, en fait, alors il y a 2 choses, c'est que justement dans les forums et dans les discussions des cyclistes, en fait, c'est comme le prix d'un vélo. Un vélo d'occasion, ça peut coûter 30 €, ça peut coûter jusqu'à 10 000 € pour les cyclistes du Tour de France, voire plus. Les budgets cyclo-voyage, c'est pareil. Ça peut aller du je vais systématiquement chez l'habitant, il y en a même qui préparent eux-mêmes leur cuisine par rapport à ce qu'ils récoltent, des soupes d'ortie, etc., mais qui prend beaucoup plus de temps du coup parce qu'il y a moins d'heures pour faire du vélo, donc qui dépense vraiment extrêmement peu d'argent par jour. Et après il y a la moyenne qui s'étale à 15 € de budget par jour, jusqu'à, pour ceux qui vont souvent à l'hôtel ou dans des gîtes, à quelques centaines d'euros par mois. Moi en tout cas, ce que j'espère pouvoir faire, c'est avoir un budget grosso modo de 20 € par jour, puisque je dors en tente, et que ce soit un budget maximal, en espérant, dans certains pays où la nourriture coûte pas grand chose, de faire parfois beaucoup d'économies qui fassent que je dépense pas plus de 200 € par mois. Et
comment vous allez faire justement dans certains pays pour, si vous avez besoin de payer, je sais pas, en Mongolie par exemple, comment vous allez faire? Alors en Mongolie je sais pas du tout, mais j'ai regardé le pays qui pose le plus de problèmes, je dirais, c'est l'Iran, parce qu'un peu comme la Russie depuis la guerre, il y a le système ouest européen, il y a un système mondial d'interbancarité, si je puis dire, que la Russie n'a plus depuis la guerre et que l'Iran n'a plus depuis les sanctions américaines. Ça c'est égal au fait qu'on puisse utiliser aucune carte bleue, donc on puisse pas retirer d'argent. Donc il faut prévoir d'amener de l'argent iranien à l'avance. Sauf que l'argent iranien, on ne peut pas l'obtenir non plus dans les pays qui utilisent le système bancaire traditionnel. Donc l'idée, c'est d'ouvrir il y a certains pays où il faut en fait ouvrir un compte bancaire temporaire, ou bien retirer des sortes de cartes SIM un peu comme sur les téléphones, qu'on alimente ensuite par un système un peu contourné, PayPal et autres. Enfin, c'est pas PayPal, mais c'est des équivalents de PayPal de là-bas, et qu'on utilise ensuite pour payer ces deniers. Mais il y a des pays qui, eux, n'utilisent que le liquide. Alors là, c'est plus complexe parce que ça veut dire avoir de l'argent sur soi. Et quand on est voyageur dans ce type de pays, apparemment, de ce que j'ai lu là encore dans les forums, certains savent qu'on va forcément avoir de l'argent sur nous, donc ça peut... alors après, faut pas être parano, mais voilà, faut en avoir, pas en avoir trop non plus, en avoir assez pour le moment où on va être à la frontière et devoir un peu payer pour pas être trop embêté pour les visas, de ce que j'ai compris. Donc ça va être un voyage à la fois très dur, mais aussi sûrement super exaltant et magnifique. Est-ce que vous avez prévu de le documenter? Vous avez parlé d'une GoPro tout à l'heure. Alors oui, ce sera un voyage, ça c'est sûr, exaltant, très adrénalisant, si je puis dire. J'ai prévu un truc, c'est d'amener une radio FM AM qui retrouve la même onde de la radio qu'on sélectionne, donc une vraiment vieille radio, tout ce qu'il y a de plus simple, la pile, etc. Parce que, alors, il y a rien de plus insupportable dans les villes, pour moi, que ceux qui écoutent une musique très très fort pour aller au travail le matin, que tout le monde écoute, et quand il y en a 4, c'est un peu la cacophonie. Mais c'est vrai qu'en Mongolie, je m'imagine qu'il va y avoir certains kilomètres où je croiserai personne, et où ma musique ne dérangera personne. Et ça me fera me sentir un peu moins seul aussi. À partir de là, je sais pas si j'aurais l'envie de documenter au quotidien, c'est-à-dire j'arrive à ma tente le soir, je pense que je serais épuisé. Je serais plus sur la lecture de mes bouquins, et puis après ma documentation, ce sera à l'oral quand je reviendrai du voyage, et que y aura une conversation qui s'instituera sur les voyages. Hop, moi je donnerai un détail sur tel moment de mon voyage, de la documentation orale, quoi. Vous allez amener des livres? Alors je vais amener une liseuse. Ça, c'est encore quelque chose de très geek dans la niche du cyclotourisme geek. C'est d'avoir une sorte de liseuse A4 à encre électronique en noir et blanc, qui ne tourne pas sous Android, mais sous un truc qui n'utilise absolument pas de batterie, de charger 1000 bouquins dessus à l'avance, et puis d'emporter ces 1000 bouquins dans quelque chose qui pèse 200 grammes. Il n'y aura pas de carnet de voyage? En tout cas, c'est pas prévu, mais je pense qu'au fur et à mesure, je vais peut-être avoir envie de pas oublier ce que je vis. C'est possible. J'espère que vous oublierez pas ce que vous allez vivre, et que vous allez venir nous en reparler. Avec grand plaisir, en 2026. J'espère, oui. Dernière question, 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Je vais commencer par les choses que j'aime pas. Être en retard, je n'aime pas ça. C'est très stressant, mais je suis toujours en retard. Après, je n'aime pas que les autres soient en retard. Voilà. À vélo, c'est plus dur d'ailleurs à faire, puisqu'on est souvent en retard par rapport à ce qu'on a prévu. Deuxième chose que je n'aime pas, les vélos électriques. Non, c'est pas vrai. Je n'ai rien contre, mais j'aime pas en faire. Autre chose que je n'aime pas, le taboulé, qui pourtant est une nourriture très pratique quand on est en voyage à vélo. Ça se conserve, c'est léger et c'est très nourrissant. 3 choses que j'aime, je ne vais bien sûr pas dire le vélo, bien sûr pas le japonais, c'est la langue des signes. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a 4 ans qui me passionne, que j'apprends. J'ai un ami qui est sourd et qui pratique lui que la langue des signes, c'est sa langue maternelle. Donc ça, c'est génial, la première langue qui se parle sans la voix et où il faut être très désinhibé, c'est-à-dire utiliser son corps, son visage. Ça, c'est génial. Autre chose que j'aime, c'est les gens qui, quand ils entament une conversation, ne me disent pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, puisque je répondrai jamais le travail. Et la dernière chose que j'aime, c'est la vie sans travailler. Si je pouvais ne pas travailler dans ma vie, ça c'est le rêve universel. Magnifique. Voilà. Alors, dernière question, j'en rajoute une, puisque ce podcast va être diffusé dans le cadre en partenariat avec Animasia. Juste pour toi, le Japon, c'est quoi? Alors moi, je suis un otaku raté des années 2000. Donc j'ai jamais fait de cosplay, mais je suis déjà allé à des salons accompagné des cosplayers. Donc le Japon, c'est Mishima Miyazaki évidemment, dans la littérature et l'animé.
c'est le holisme, c'est-à-dire quand on y est, une capacité des gens à se respecter, rester dans le cadre et la loi, ne pas mettre de déchets par terre, pouvoir, alors qu'ils sont 1 million à traverser presque un carrefour piéton, à ne jamais se bousculer. Ça, c'est une particularité du Japon, mais c'est aussi des gens qui ne se livrent pas. Donc c'est très compliqué d'avoir une relation ouverte, simple et amicale, sans passer des années au Japon. En tout cas de ce que j'ai pu percevoir en y allant. Et le Japon, c'est aussi l'étrange, c'est-à-dire que d'un côté, en tout cas de mon souvenir, quand on y est, on a l'impression que c'est presque comme chez soi, enfin bref, c'est l'Occident, c'est moderne, etc. Mais chaque détail, en fait, c'est différent. Donc il y a les toilettes très connues japonaises où on met de la musique en fonction des besoins que l'on fait, pour ne pas se faire entendre de l'autre. On est étonné de ne pas avoir de papier toilette. Il y a les douches qui ne sont pas pareilles. Il y a la façon aussi de se comporter dans un train, de s'adresser à un guichetier, rien n'est pareil. On peut fumer à l'intérieur, jamais dans la rue. Et donc, vous allez aller au Japon en vélo. Comment vous allez revenir ? Très bonne question. En avion. Avec le vélo ? Avec le vélo. Alors c'est un peu complexe parce qu'il faut replier son vélo, enfin le démonter plutôt, pas le plier puisque c'est pas un vélo pliant. Il faut le démonter et le mettre dans un bagage assez petit et en même temps assez résistant puisqu'il va être mis en soute pour pas que le vélo soit, comme on dit, décanillé par les autres bagages. Il faut payer assez cher ce bagage en soute là et il faut surtout réserver bien à l'avance apparemment pour avoir une place vélo dans l'avion. Donc je polluerai un maximum après avoir transhumé sans polluer. Merci beaucoup pour avoir partagé ce projet incroyable. Merci à vous. On a hâte de vous recevoir une nouvelle fois, une fois que ce sera fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.